Le matin où Clara Hawkins entra dans le bureau de Martin Hayes, un avis de dette serré dans ses mains tremblantes. Elle avait déjà pris la décision de sacrifier tout ce qui lui restait en ce monde, ce qui, selon son sinistre calcul, ne se résumait à rien de plus qu'elle-même. Dusty Creek, Texas, en 1878, grillait sous un soleil de juillet qui ne montrait aucune pitié pour les vivants et encore moins pour les désespérés. La ville avait grandi vite, comme le font toujours les villes de la frontière, à partir de rien et de la nécessité. Elle avait été assemblée à la hâte avec du bois brut et un espoir tenace, le long d'une piste à bétail que le chemin de fer n'avait pas encore atteinte. Il y avait un magasin général, une écurie, une église dont la cloche s'était fissurée et n'avait jamais été remplacée, un saloon appelé le Painted Spur. Et tout au bout de la rue principale, dans un bâtiment plus solide que ses voisins car il avait été construit pour durer, se trouvait le bureau foncier et de près de Martin Hayes. Clara avait marché les 3 kilomètres depuis la ferme de son père dans la chaleur du matin. Elle portait sa plus belle robe, un coton bleu délavé qui avait autrefois la couleur du ciel d'avril et qui ressemblait maintenant davantage à la couleur d'une journée usée. Elle avait relevé ses cheveux sombres aussi soigneusement que possible, sans un vrai miroir. Et elle s'était frottée les mains jusqu'à ce qu'elles soient à vif, car elle voulait avoir l'air respectable en posant la question qu'elle s'apprêtait à poser. Elle avait 22 ans et se tenait avec une dignité que sa situation n'aurait dû lui permettre. Son père, Joseph Hawkins, avait 54 ans et était malade depuis près de 7 mois. Il souffrait d'une affection pulmonaire que le seul médecin de la ville, le vieux docteur Pratt, décrivait avec un hochement de tête sinistre et très peu de mots. Joseph avait emprunté 480 dollars à Martin Hayes 16 mois plus tôt pour maintenir la ferme à flot. La sécheresse avait anéanti 2 saisons de récolte d'affilée. Il avait signé un papier. Le papier était légal et juste, comme l'étaient ces choses en 1878. Et les intérêts avaient fait grimper la dette à près de 520 dollars maintenant. Et Joseph Hawkins n'avait pas 520 dollars. Il n'en avait même pas 50. La ferme avait produit une modeste récolte de maïs l'automne précédent. Mais l'argent de cette récolte avait servi à payer les honoraires du Dr. Pratt, ainsi que la farine, le sel et les produits de première nécessité pour maintenir en vie un homme malade et sa fille pendant un hiver rigoureux. La date limite de la traite était le 15 juillet. C'était dans 3 jours. Clara poussa la porte du bureau de près et entra pour échapper à la chaleur. La pièce était plus fraîche, éclairée par 2 fenêtres dont le verre était ondulé et ancien. Le genre de verre qui donnait l'impression que le monde extérieur était sous l'eau. Il y avait un long comptoir en bois, une étagère de registre derrière, un râtelier à fusil sur le mur et un grand coffre-fort en fer dans le coin. Derrière le comptoir, penché sur un registre avec un crayon, se trouvait Martin Hayes. Elle l'avait déjà vu, de la manière dont on voit tout le monde dans une ville de 300 hommes. Il avait 30 ans, était mince et large d'épaules, d'une manière qui venait du travail réel plutôt que de l'apparence. Il avait des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe et une mâchoire qui portait toujours au moins 2 jours de barbe. Il s'habillait simplement, sans gilet fantaisie, sans concho d'argent à sa ceinture. Juste des vêtements résistants de couleur sombre qui ne montraient pas la poussière. Il avait des yeux bruns qui, de loin, paraissaient durs et plats comme du cuir de sel. De près, elle était sur le point de découvrir qu'ils étaient considérablement plus compliqués que cela. Il leva les yeux quand elle entra. Il ne sourit pas, mais il n'y avait pas de méchanceté dans son regard. Il attendit simplement, son crayon s'immobilisant. Mademoiselle Hawkins, dit Simone, dit-elle, sa voix était basse et égale, le genre de voix qui n'a pas besoin d'être élevée pour porter. Monsieur Hayes, dit-elle, je suis venu vous parler du compte de mon père. Je me doutais que vous finiriez par venir, dit-il. Il posa le crayon et se redressa, lui accordant toute son attention. Comment se porte votre père? Il est en vie, dit-elle, car c'était de la réponse honnête et elle avait décidé d'être honnête. Mais il ne sera pas assez bien pour travailler à la ferme avant un certain temps, si jamais il le peut. Martin Hayes la regarda fixement. La traite arrive à échéance le 15, dit-il. Je le sais, répondit-elle. Il y eut un silence. Dehors, un chariot roulait dans la rue et les planches du bâtiment craquaient sous la chaleur. Clara plongea la main dans le petit sac en tissu qu'elle portait et en retira le papier plié, la copie de l'accord de prêt que son père avait gardé.
Elle le posa sur le comptoir entre eux avec une main qu'elle s'efforça de maintenir stable. Monsieur Hayes, dit-elle, je ne peux pas vous payer l'argent. Je ne l'ai pas et je ne peux pas l'obtenir en 3 jours. Si vous saisissez la ferme, mon père n'aura nulle part où aller et il ne survivra pas au déménagement. Il est malade à ce point. Elle marqua une pause, inspira profondément et releva le menton. Alors je vous offre ce que j'ai. Je suis jeune, je suis capable et je n'ai pas peur du travail. Je viendrai tenir votre maison, préparer vos repas, faire tout ce que vous exigerez de moi en échange de l'annulation de cette dette. Je m'offre moi-même, Monsieur Hayes. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans une eau calme. Elle observa son visage pendant qu'elle parlait, et elle le vit toisser par une expression à laquelle elle ne s'attendait pas. Pas la cupidité, pas l'empressement, pas le sourire lent et satisfait d'un homme qui a obtenu ce qu'il voulait. Son visage exprima quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la douleur. Il resta silencieux un long moment. Puis il tendit la main par-dessus le comptoir et ramassa le papier qu'elle avait posé là, la copie de l'accord de prêt de son père. Il le regarda un instant. Puis il la regarda et il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Quelque chose qui n'était pas de la pitié, mais qui s'en approchait, et en dessous, quelque chose de tout à fait différent, de plus chaleureux et de plus dangereux. Puis Martin Hayes prit le papier à 2 mains et le déchira nettement en deux. Clara fixa les 2 moitiés du document. « Monsieur Hayes, dit-elle, à peine plus fort qu'un murmure. La dette est annulée, dit-il. Il posa les 2 moitiés sur le comptoir entre eux. Je déchirerai aussi ma copie. Votre père ne me doit rien. Elle ne put parler pendant un moment. Quand elle retrouva sa voix, elle sortit d'une manière instable qu'elle détestait. Pourquoi feriez-vous ça? Cet argent vous est dû. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale que je choisis de libérer, dit-il. Rien ne m'empêche de le faire. Mais pourquoi, insista-t-elle? Elle avait besoin de comprendre, car comprendre était le seul moyen de garder sa dignité intacte. Elle ne serait pas redevable à un homme qu'elle ne comprenait pas. Que voulez-vous en retour? Il la regarda longuement et quelque chose bougea derrière ses yeux. Quelque chose qu'il n'avait clairement pas l'intention de lui montrer, mais elle le vit quand même. Rien, dit-il. Je ne veux rien en retour. Elle ramassa les 2 moitiés du papier. Ses mains tremblaient maintenant et elle ne pouvait pas les arrêter. Les hommes n'annulent pas les dettes pour rien, dit-elle. Certains si, dit-il doucement. Elle scruta son visage. Il soutint son regard sans ciller, sans aucune de la suffisance ou des calculs auxquels elle s'était attendue. Et elle découvrit qu'elle ne savait pas quoi faire d'un homme qui la regardait comme ça. Elle s'était préparée à une négociation. Elle s'était préparée à l'humiliation. Elle s'était préparée au pire et avait réussi à se redresser et à franchir cette porte quand même. Elle ne s'était pas préparée à cela. Elle se ressaisit, rassemblant les 2 moitiés du papier, les 2 morceaux de son sang-froid. « Merci, dit-elle, et même elle pouvait entendre que c'était inadéquat, que c'était le plus petit mot possible pour l'énormité de ce qui venait de se passer. « De rien, dit-il. Elle se tourna et se dirigea vers la porte. Elle avait la main sur le loquet quand il parla de nouveau. « Mademoiselle Hawkins. » Elle s'arrêta. « La ferme de votre père, dit-il. La clôture nord le long du ruisseau, elle s'effondre chaque printemps. J'ai une équipe qui parcourt cette partie du domaine. Je peux leur demander de la consolider sans frais. Ça aiderait à garder le bétail à l'intérieur. » Elle se retourna et le regarda à travers la pièce. Elle ne savait pas quoi lui dire. Elle ne connaissait pas du tout cet homme et il était en train de démanteler toutes les suppositions qu'elle avait construites à son sujet et au sujet de cette journée. Et elle n'était pas entièrement sûre d'en être reconnaissante, car être reconnaissante ressemblait à être endettée, et elle venait juste d'en finir avec les dettes. « Pourquoi? » dit-elle à nouveau. Le coin de sa bouche bougea, pas tout à fait un sourire, mais l'ébauche d'un. « Parce qu'il est déjà assez difficile de tenir une ferme sans une clôture qui vous combat, » dit-il. Clara Hawkins rentra chez elle dans la chaleur de juillet, avec 2 moitiés de papier dans son sac et un sentiment dans sa poitrine, auquel elle ne pouvait pas donner de nom. Ce qui était inhabituel pour elle, car c'était une femme qui se targuait de nommer les choses avec précision. Son père était assis dans son lit quand elle revint, appuyé contre l'oreiller, ses mains fines croisées sur la couverture. Ses yeux, toujours vifs malgré tout ce que la maladie lui avait pris, la regardaient entrer. Joseph Hawkins avait été un homme grand autrefois.
Large de poitrine et facile dans ses mouvements. Le genre de fermier qui semblait aussi permanent que la terre qu'il travaillait. La maladie pulmonaire l'avait diminué, non pas en esprit mais en corps, et c'était une cruauté à laquelle Clara essayait de ne pas penser trop directement. Alors, dit-il, elle s'assit sur la chaise à côté de son lit, ouvrit son sac et posa les deux moitiés du papier sur la couverture entre ses mains. Joseph les fixa. Il les ramassa, une moitié dans chaque main, les retourna et les regarda. Il l'a annulé, dit-il. Oui, répondit-elle. Lui as-tu offert quelque chose? Demanda son père, ses yeux fixés sur les siens, et elle sut qu'il était inutile de mentir. Je me suis offerte, dit-elle, comme gouvernante, comme tout ce dont il aurait besoin. Joseph Hawkins ferma brièvement les yeux. Clara, dit-il. Je sais, dit-elle, mais je devais le faire, papa. Je devais essayer quelque chose. Et il l'a déchiré quand même, dit son père. Il l'a déchiré quand même, confirma-t-elle. Joseph resta silencieux un long moment, regardant les deux moitiés du papier. Martin Hayes, Yitzhadham. Oui, dit-il doucement, comme pour tester le nom dans un nouveau contexte. J'ai entendu des choses sur cet homme. La plupart disent qu'il est dur et juste, et qu'il reste à l'écart. Il m'a semblé être tout cela, dit Clara. Et pourtant, dit son père. Et pourtant, acquiesça-t-elle. Elle prépara le souper ce soir-là. Un plat simple de haricots et de pain de maïs, c'est ce qu'ils avaient. Et elle s'assit à la table de la cuisine après que son père se fut endormi, et elle pensa à une paire d'yeux bruns et au son qu'un morceau de papier avait fait en se déchirant. Elle pensa à la clôture nord qu'il avait mentionnée, à la gentillesse pratique de ce geste, si pragmatique qu'elle ne l'avait presque pas reconnu pour ce qu'il était. Elle pensa à beaucoup de choses auxquelles elle ne s'attendait pas à penser. 2 jours plus tard, une équipe de 3 ouvrières de ranch se présenta à la ferme des Hawkins à 7 heures du matin avec du bois, du fil de fin et des outils. Ils étaient polis et efficaces et ils réparèrent la clôture nord en une seule journée. Et quand Clara leur offrit à déjeuner, ils acceptèrent sans faire d'histoire et complimentèrent son pain de maïs avec ce qui semblait être une appréciation sincère plutôt que de la courtoisie. Ils ne mentionnèrent pas le nom de leur employeur et elle ne le demanda pas, bien qu'elle pensât à lui tout le temps. La semaine suivante, elle était au magasin général de Tucker pour acheter la petite quantité de médicaments que le docteur Pratt avait recommandé pour la toux de son père. C'est alors que Martin Hayes entra pour acheter des munitions, du café et une longueur de corde. Elle le vit avant qu'il ne la voie, et elle eut un moment pour l'observer se déplacer dans le magasin avec cette économie de mouvements silencieuse. Pas de mouvements gaspillés, pas de spectacle, juste un homme qui savait ce dont il avait besoin et qui allait le chercher. Il portait ses vêtements de travail, poussiéreux du ranch, son chapeau légèrement repoussé en arrière. Il semblait plus à l'aise ici, parmi la quincaillerie et les produits secs, que derrière son comptoir. Puis il se tourna et la vit, et l'aisance se transforma en quelque chose de plus prudent. Il hocha la tête. « Mademoiselle Hawkins. Monsieur Hayes. » Elle fit une pause, puis, parce qu'elle avait pris une décision au cours des derniers jours sur le genre de femme qu'elle comptait être dans sa relation avec cet homme en particulier, elle ajouta « L'équipe de la clôture a fait du bon travail. Mon père m'a demandé de vous transmettre ses remerciements. » « Bien, dit-il, content que ça ait aidé. »« Mon père aimerait aussi vous remercier en personne, dit-elle. Quand il sera assez bien pour recevoir des visites, ce qui, selon le docteur Pratt, pourrait prendre encore quelques semaines, j'espère que vous viendrez. » Il la regarda comme si cela le surprenait, ce qui semblait être le cas. « Je serai honoré, dit-il après un moment, et cela semblait sincère. « Bien, dit-elle en hochant la tête, et elle se retourna vers ses courses. Elle l'entendit derrière elle rassembler ses articles, et elle était presque certaine qu'il s'attarda un moment ou deux de plus que ne l'exigeaient ses achats, mais elle ne se retourna pas pour le confirmer. Le mois d'août arriva plus lentement que juillet, ce qui fut une certaine miséricorde, et avec lui vint un tournant modeste mais réel dans la santé de Joseph Hawkins. Le docteur Pratt, qui avait les manières d'un général fatigué mais les compétences diagnostiques pour le soutenir, ajusta les médicaments et la toux du vieil homme commença à se calmer. Il était toujours mince et faible, mais il restait assis plus longtemps chaque jour. La couleur grise effrayante avait quitté son visage,
laissant place à quelque chose de plus proche de sa propre peau. Vers la mi-août, Joseph s'asseyait sur le porche le soir, enveloppé dans une couverture même par temps chaud, regardant le soleil se coucher sur les champs. C'est lors d'une de ces soirées que Martin Hayes remonta l'allée jusqu'à la ferme des Hawkins. Clara le vit arriver depuis la fenêtre de la cuisine, où elle finissait la vaisselle du souper. Elle s'essuya les mains sur son tablier et alla se tenir dans l'embrasure de la porte, le regardant attacher son cheval au poteau et retirer son chapeau en montant le sentier. « Monsieur Hayes, dit son père depuis sa chaise avec une chaleur qui surprit Clara. Montez et asseyez-vous. Monsieur Hawkins, dit Martin. Il serra la main de son père, une poignée de main prudente qui réussit à être respectueuse de la fragilité de Joseph sans attirer l'attention dessus, et s'assit sur l'autre chaise du porche. Clara leur apporta du café, puis elle ne sut pas très bien si elle devait rester ou retourner à l'intérieur. Alors elle resta, appuyée contre le poteau du porche avec sa propre tasse, dans une position qui n'était ni de l'attente ni de la retraite. Martin lui jeta un coup d'œil et elle crut voir du soulagement dans son expression, comme s'il était content qu'elle ne soit pas partie. Les deux hommes parlèrent de la terre, des perspectives de la saison, du marché du bétail et de l'arrivée du chemin de fer. Tout le monde s'accordait à dire que cela changerait les choses, et personne n'était entièrement sûr que ce serait pour le mieux. Joseph posa des questions prudentes sur l'exploitation de Martin, et Martin y répondit sans se vanter. Il décrivit un ranch de taille moyenne d'environ 800 acres qu'il gérait avec une équipe de 6 hommes et un contremaître nommé Pete Calhoun. Un homme plus âgé qui avait parcouru 2 fois le Chisholm Trail dans ses jeunes années et connaissait le bétail comme d'autres ne connaissaient rien d'autre. « Vous êtes originaire de cette partie du Texas? » demanda Joseph. « Non, monsieur, dit Martin. Je viens de l'Arkansas. Mon père y avait un petit lopin de terre, pas grand-chose. Je suis venu dans l'Ouest en 68, j'ai travaillé sur les convois de bétail pendant environ 4 ans. J'ai économisé ce que j'ai pu et j'ai acheté cette terre en 72. J'ai construit la maison en 73. Il fit une pause. J'ai ouvert le bureau de prêts en 75 parce que le comté en avait besoin et que j'avais assez d'économies pour le faire et gérer les deux. Ce n'est pas quelque chose que j'avais toujours prévu, mais il y avait un besoin. Vous êtes un homme pratique, dit Joseph sans aucune pointe d'ironie. J'essaye de l'être, dit Martin. Clara l'observait par-dessus le bord de sa tasse et elle remarqua qu'il tenait son chapeau dans ses mains et le tournait de temps en temps. Un petit mouvement inconscient qui lui disait qu'il n'était pas entièrement à l'aise. Non pas par arrogance ou froideur, mais par simple réserve, celle d'un homme qui ne s'asseyait pas souvent sur les porches des autres pour faire la conversation. Cela le rendait plus humain qu'elle ne s'était permis de le considérer. « Je veux vous remercier, dit Joseph, pour ce que vous avez fait pour ma fille et pour moi. » Martin regarda le vieil homme, puis brièvement Clara, puis de nouveau le vieil homme. « C'était de la bonne chose à faire, dit-il simplement. »« Peu d'hommes le verraient de cette façon, dit Joseph. »« Je n'ai jamais eu pour habitude de profiter du malheur d'un homme malade, dit Martin. L'argent a été prêté de bonne foi quand les temps étaient différents. Il m'a semblé que le réclamer dans ces circonstances n'était pas quelque chose qu'un homme décent devrait faire. » Joseph le regarda longuement avec ses yeux toujours vifs. « Non, dit-il finalement. Je suppose que non. » Ils burent leur café dans le calme paisible de la soirée. Le soleil tomba sous l'horizon, les premières étoiles apparurent et l'air se rafraîchit comme il le fait les soirs d'août au Texas, une sorte de soulagement que l'on ne s'était pas tout à fait permis d'attendre. Martin resta une autre demi-heure, puis se leva, serra de nouveau la main de Joseph et mit son chapeau. Il regarda Clara. « Mademoiselle Hawkins, dit-il, merci pour le café. »« De rien, dit-elle, et fut surprise de constater qu'elle le pensait. Il redescendit l'allée avec les dernières lueurs du jour. Clara resta sur le porche et le regarda partir, et son père dit depuis sa chaise derrière elle. « Il t'a regardé, tu sais. »« Papa, dit-elle. »« Je suis malade, dit-il. »« Pas aveugle. » Elle rentra et finit la vaisselle. En septembre, la récolte de la ferme devait être rentrée et Clara ne pouvait pas le faire seule. C'était un problème auquel elle réfléchissait depuis plusieurs semaines. Elle avait un peu d'argent de côté grâce à la vente d'œufs pendant l'été au magasin de Tucker. Pas beaucoup, mais assez pour embaucher un homme pour quelques jours et elle fit passer le mot. L'homme qui vint était un vagabond nommé Cal, qui se présenta avec des mains honnêtes
et une volonté de travailler sans complication. Ensemble, ils rentrèrent le maïs en 5 jours. Ce n'était pas une récolte remarquable, mais elle était respectable et cela signifiait que l'hiver ne serait pas aussi effrayant que l'hiver précédent. Le dernier jour de la récolte, Martin Hayes arriva avec Pete Calhoun et 2 des ouvriers du ranch. Ils arrivèrent le matin sans aucune annonce. Cal leva les yeux, puis regarda Clara avec une expression interrogative, et Clara regarda Martin avec la même question dans les yeux. « Nous avons terminé notre propre récolte il y a 2 jours, dit Martin en descendant de cheval. Je pensais que vous pourriez avoir besoin de bras. Elle aurait pu argumenter, elle y a pensé. Puis elle regarda les acres restants, puis lui dit « Je pourrais avoir besoin de bras. » Les 4 hommes travaillèrent aux côtés de Cal toute la journée, et Clara prépara le déjeuner pour 8 personnes dans une cuisine conçue pour 2. Ce fut un exploit de créativité logistique considérable qu'elle géra avec une compétence qui, elle pouvait le dire, impressionna Martin quand il entra pour porter les assiettes pour elle. Car il regarda autour de la cuisine, à l'industrie contrôlée qui y régnait, et dit « Vous savez cuisiner comme ça. »« Je sais cuisiner, » dit-elle en lui tendant une pile d'assiettes, « et je peux aussi être offensé par la surprise dans cette observation, Monsieur Hayes. » Il faillit sourire. « Je le disais comme un compliment, » dit-il. « Je sais, » dit-elle, et elle se retourna vers le poêle, et elle souriait à la marmite. Ce soir-là, quand le travail fut terminé, que les hommes eurent mangé, que Cal fut parti et que Pete Calhoun et les ouvriers furent rentrés, Martin s'attarda. Joseph était de nouveau sur le porche, plus fort maintenant, et Martin s'assit avec lui. Mais Clara remarqua que ses yeux la trouvaient régulièrement à travers la fenêtre, dans l'embrasure de la porte, quand elle apportait plus de café, et elle remarqua que cela ne la dérangeait pas. Octobre à Dusty Creek était magnifique d'une manière austère et sans fioriture. Les collines devenaient dorées, l'air se faisait plus vif, et le ciel prenait ce bleu profond particulier qui n'existait qu'en automne dans cette partie du Texas. Clara avait pris l'habitude de conduire le chariot en ville 2 fois par semaine. Une fois pour les provisions et une fois pour vendre des œufs et les petites quantités de beurre qu'elle avait commencé à produire avec la seule vache laitière qu'il gardait. Et c'est lors d'un de ces voyages qu'elle fut arrêtée dans la rue principale par Dorothy Calloway, qui était la femme du maire de la ville et le principal moteur de sa vie sociale. « Clara Hawkins, » dit Dorothy, apparaissant à côté du chariot, avec la détermination d'une femme qui avait décidé quelque chose et qui l'exécutait. C'était une femme large et joyeuse d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et une tendance à parler longuement de tout sujet qui l'intéressait. « Je voulais vous parler. Il y a un bal de la moisson à la salle de l'église le 20. Viendrez-vous? » Clara pensa à l'année écoulée, à la maladie, à la dette et au travail harassant de tout maintenir, et elle pensa au bal de la moisson avec un mélange de désir et de culpabilité. « Je ne sais pas si je devrais laisser mon père, » dit-elle. « Votre père est presque guéri, » dit fermement Dorothy. « Je le tiens du docteur Pratt. Il est assez bien pour être laissé seul une soirée. Vous avez 22 ans. Vous avez porté un fardeau très lourd et vous méritez une danse, Clara. » Elle alla au bal. Elle portait la plus belle robe qu'elle possédait, qui n'était pas la robe bleue délavée, mais une robe en laine verte qui avait appartenu à sa mère, ajustée à sa taille. Simple mais bien faite, d'une époque où la maison des Hawkins était plus prospère. Elle attacha ses cheveux sombres avec les 2 peignes en écailles de tortue qui avaient également appartenu à sa mère. Elle se rendit en ville en chariot, attacha le cheval et entra. La salle de l'église était éclairée par des lanternes et sentait le pain, la cire d'abeille et la chaleur particulière d'une foule de gens réunis de bonne humeur. Quelqu'un avait repoussé les bancs contre les murs et il y avait un petit groupe de 3 musiciens, un violon, une guitare et un homme avec un harmonica. Ils jouaient avec un enthousiasme sincère, sinon une précision parfaite. Les tables le long du mur contenaient des tartes, des gâteaux et de la limonade. Clara accepta un verre de limonade de Dorothy Calloway, qui s'était apparemment positionnée près de l'entrée spécifiquement pour accueillir les gens. Elle était là depuis peut-être 20 minutes, parlant à la femme du forgeron, une femme agréable nommée Helen, quand Martin Hayes entra. Il ne portait pas ses vêtements de ranch. Il portait une veste sombre sur une chemise blanche, propre et repassée, et ses bottes étaient cirées. Et il avait, nota-t-elle avec un amusement privé, fait couper ses cheveux. Il avait l'air considérablement plus formel que jamais,
pas mal à l'aise dans ses vêtements, mais peu habitué à eux. De la manière dont un homme a l'air quand il fait un effort et n'est pas entièrement sûr que l'effort en valait la peine. Il la repéra environ 4 secondes après qu'elle l'eût repéré. Elle le regarda s'immobiliser un instant avant de traverser la pièce vers elle, avec une franchise qui était entièrement caractéristique de ce qu'elle apprenait à considérer comme sa manière particulière. Mademoiselle Hawkins, dit-il. Monsieur Hayes, répondit-elle, vous êtes venu au bal. Apparemment, dit-il, et il regarda autour de la pièce avec une expression qui suggérait qu'il était légèrement surpris de se trouver là. Dorothy Calloway, devina Clara. Elle est venue à mon bureau, dit-il. Elle est très convaincante. Elle est venue à mon chariot, dit Clara. Elle l'est. Il y eut un moment d'amusement partagé entre eux, pas tout à fait un rire, mais presque, et quelque chose changea dans l'air. Il la regarda, et elle pouvait le voir clairement dans la chaude lumière des lanternes. Elle pensa qu'il avait l'air vraiment incertain, pas froid, pas calculateur, juste un homme au bord de quelque chose qu'il ne savait pas comment traverser. « Voudriez-vous danser ?» dit-il. Elle le considéra. Le violon entama une mélodie vive et joyeuse. Autour d'eux, des couples se déplaçaient sur la piste de danse. Elle posa son verre de limonade sur la table la plus proche. « Avec plaisir, dit-elle. » Elle s'attendait à ce qu'il soit raide ou incertain sur la piste de danse, étant donné tout ce qu'elle avait observé de sa retenue générale. Mais il ne l'était pas. Il dansait comme il faisait tout le reste, avec une compétence tranquille qui n'attirait pas l'attention sur elle-même. Il la tenait à une distance convenable, sa main chaude à sa taille, son autre main tenant la sienne avec une fermeté qui était aussi, d'une certaine manière, prudente. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant qu'ils dansaient. Il y avait la musique, le mouvement et la clarté particulière qui viennent du fait d'être proche de quelqu'un, de le regarder directement et de laisser une toute nouvelle compréhension se former dans l'espace entre les mots. Après la deuxième danse, il lui apporta de la limonade et ils se tinrent le long du mur et parlèrent. Et cette fois, c'était différent des conversations sur le porche et des brefs échanges au magasin. Il parlait sans public, sans jouer un rôle, et elle découvrit qu'il avait des opinions sur les choses et qu'il était prêt à les exprimer, puis prêt à les considérer quand elle argumentait contre, ce qui n'était pas rien dans son expérience pour un homme en 1878 au Texas. Elle lui parla de la ferme, de son enfance là-bas, de sa mère qui était morte quand Clara avait 14 ans, des années qui suivirent, apprenant à gérer la maison et à soutenir son père. Elle lui raconta combien elle avait toujours aimé la terre, la manière particulière dont la lumière frappait les champs le matin, l'odeur de la terre après la pluie. Elle n'avait pas prévu de lui raconter tout cela, et elle n'était pas entièrement sûre de pourquoi elle le faisait, sauf qu'il écoutait comme très peu de gens écoutent, sans préparer sa prochaine phrase pendant que vous parlez encore. Il lui parla à son tour de l'Arkansas, de son père qui avait été un homme dur et un fermier en faillite, et de la lente compréhension, en grandissant, que la terre là-bas ne serait jamais suffisante. Il lui parla du premier convoi de bétail, à 18 ans et vert comme l'herbe du printemps, apprenant auprès d'hommes qui faisaient cela depuis avant la guerre. Il lui parla des années d'épargne, des longs calculs de ce qui était possible et de ce qui était requis, de la décision de venir dans cette partie particulière de Texas parce qu'il l'avait traversée une fois et avait pensé que c'était la plus belle terre qu'il ait jamais vue. « Et l'est-elle » demanda Clara. « Après 6 ans, est-ce toujours la plus belle terre que vous ayez jamais vue? » Il la regarda, et ses yeux bruns étaient plus chauds à la lumière des lanternes qu'elle ne les avait jamais vus. « Oui, dit-il, et elle eut l'impression troublante et non désagréable qu'il ne parlait peut-être pas entièrement de la terre. Elle rentra chez elle cette nuit-là dans l'obscurité fraîche d'octobre, avec les étoiles éparpillées au-dessus de sa tête. Elle pensa à sa main sur sa taille et à la façon dont il avait écouté. Et elle pensa que ce qu'elle avait ressenti en juillet, en sortant de son bureau avec 2 moitiés de papier dans son sac, n'avait été que le tout début de quelque chose qu'elle n'avait pas encore nommé. Elle commençait à pouvoir le nommer maintenant. Novembre arriva avec les premiers froids et la nécessité de préparer la ferme pour l'hiver. Et cette année, la préparation fut plus gérable que la précédente, car Joseph était véritablement en voie de guérison. Il était toujours mince, se déplaçait toujours plus prudemment qu'auparavant, mais il était debout pendant des heures d'affilée. Il avait commencé à effectuer de petites tâches autour de la ferme avec la détermination d'un homme se réappropriant son corps après la maladie.
Martin vint à la ferme 2 fois de plus en novembre, et les visites avaient la qualité de quelque chose qui devenait une habitude. Quelque chose que tous deux comprenaient ne plus concerner les clôtures, les récoltes ou les occasions formelles. La première fois, il apporta une provision de bons bois de chauffage, livrée par ses hommes sans aucune cérémonie. La deuxième fois, il vint lui-même un dimanche après-midi sans but déclaré. Joseph le salua, puis, avec une transparence que Clara trouvait soit embarrassante, soit attachante, selon son humeur, déclara qu'il avait besoin de se reposer et rentra à l'intérieur, les laissant tous les deux sur le porche dans l'après-midi de novembre. Ils s'assirent sur les 2 chaises et le vent soufflait dans les branches nues des peupliers le long de la clôture. Le ciel était du bleu pâle et froid de la fin de l'automne. Martin tournait son chapeau dans ses mains avec ce geste inconscient familier. Clara regarda son profil, la mâchoire forte, le nez droit et le pli de sa bouche, et elle pensa qu'il réfléchissait très attentivement à quelque chose. « Je veux vous dire quelque chose, dit-il, et je veux le dire correctement. » « D'accord, dit-elle. Il la regarda directement, comme il le faisait toujours quand quelque chose comptait pour lui. « Je suis venu ici plus que ne l'exige la courtoisie de voisinage, dit-il. Je pense que vous le savez, et je pense que vous savez probablement pourquoi. Mais je ne pense pas qu'il soit juste de laisser cela continuer sans le dire clairement. Je vous estime beaucoup, mademoiselle Hawkins. Je pense beaucoup à vous depuis juillet, considérablement plus que je ne m'y attendais ou ne l'avais prévu, ce qui, je l'admets, ne parle pas particulièrement bien de mon sang-froid. » Clara senta quelque chose de chaud traverser sa poitrine, rapide et certaine. « Vous vous en sortez bien, dit-elle. Quelque chose en lui se détendit légèrement. « Je ne suis pas un homme qui a beaucoup d'expérience avec ce genre de conversation, dit-il. Je l'avais deviné, dit-elle, et elle souriait, et elle n'essaya pas de le cacher. Je voudrais vous faire la cour, dit-il, correctement, avec la connaissance et le consentement de votre père, si c'est quelque chose que vous souhaiteriez. Elle le regarda longuement, cet homme qui avait déchiré une dette plutôt que de la faire peser sur elle, qui avait envoyé des équipes pour réparer des clôtures et aider à rentrer sa récolte, qui s'était présenté à un bal avec des bottes cirées et une coupe de cheveux fraîche, qui écoutait quand elle parlait et argumentait quand il n'était pas d'accord, et qui la regardait à la lumière des lanternes de la salle de l'église, comme si elle était la chose la plus intéressante qu'il ait jamais vue. « C'est quelque chose que je souhaiterais, dit-elle. » Il laissa échapper un souffle qui attendait clairement la permission. « Bien, dit-il. C'est aussi quelque chose que mon père sait déjà, dit-elle, étant donné qu'il est rentré environ 4 minutes après votre arrivée et qu'il a été remarquablement absent depuis. » Martin regarda la porte fermée, puis de nouveau elle, et cette fois il sourit vraiment. Un vrai sourire, qui transforma entièrement son visage d'une manière qu'elle n'avait fait qu'entrevoir auparavant. Cela le rendit plus jeune, moins sur la défensive et totalement dévastateur d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. « Il n'est pas subtil, dit Martin. « Non, il ne l'est pas, acquiesça-t-elle. » La cour de Clara Hawkins et de Martin Hayes se déroula pendant l'hiver de 1878 et jusqu'au premier mois de 1879, avec une délibération qui reflétait leurs deux natures. Rien de précipité, rien de négligé, mais rien de retenu non plus. Ils venaient à la ferme 2 fois par semaine, parfois 3 quand le travail du ranch le permettait. Et Joseph, acceptant maintenant pleinement la situation avec ce que Clara soupçonnait être une satisfaction considérable, se faisait rare ou s'endormait dans son fauteuil avec une commodité trop régulière pour être accidentelle. Ils parlèrent pendant ces longues soirées d'hiver, comme Clara n'avait parlé à personne depuis la mort de sa mère. De livres, de l'avenir du territoire, de ce que signifiait la justice, et si elle existait dans les villes frontalières, où la loi était ce que l'homme avec le plus de fusils décidait. Martin avait des opinions là-dessus. Il avait vu des choses au cours de ces années sur les pistes de la bétail et dans son travail au bureau de prêt, qui lui avaient donné une compréhension lucide et non sentimentale du fonctionnement du pouvoir et de ses échecs. Et il n'hésitait pas à dire que la façon dont les choses fonctionnaient n'était pas toujours la façon dont elles devraient fonctionner. « Les Comanches, dit-il un soir, et les Kiowa et tous les peuples qui étaient ici avant nous, ils ont été chassés de cette terre par des traités non respectés et par la force. Et il n'y a pas de manière honnête de parler de construire quelque chose ici sans en tenir compte. Je n'ai pris cette terre à personne directement, mais je suis ici sur une terre qui est ici à cause de ce qui a été fait à d'autres, hein,
et un homme devrait le savoir et ne pas détourner le regard. Clara le regarda avec une profondeur de respect qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. La plupart des hommes ne disent pas ça, dit-elle. La plupart des hommes ont décidé qu'il est plus facile de ne pas y penser, dit-il. Il resta silencieux un moment. Cela ne change pas ce que j'ai construit ici, mais cela devrait changer la façon dont un homme le détient. Avec humilité, avec la compréhension que la possession n'est pas la même chose que le droit. Elle y pensa longtemps après. Elle y pensa en relation avec lui, à un homme qui comprenait que détenir quelque chose, que ce soit une terre ou une dette, ne rendait pas la détention juste, et qui était prêt à lâcher prise quand lâcher prise était la meilleure chose à faire. Noël 1878 fut le plus chaleureux que Clara ait ressenti depuis des années. Pas en température, qui était froide et vive et laissait du givre sur les vitres chaque matin, mais dans la qualité de la saison. Martin vint le jour de Noël avec des cadeaux, des choses pratiques choisies avec attention. Un bon châle chaud pour Clara en laine rouge foncé, une nouvelle pipe pour Joseph et une paire de gants en cuir de qualité. Joseph avait sculpté un petit cheval en bois pour Martin, le genre de sculpture minutieuse qu'il faisait de ses mains quand il était en convalescence. Et l'expression sur le visage de Martin quand il le déballa fut celle d'un homme sincèrement ému par une petite gentillesse. Ils dînèrent ensemble, tous les trois, et c'était la première fois depuis des années que la table des Hawkins semblait abondante. Poulet rôti et légumes en conserve, et une tarte que Clara avait veillé tard la veille pour préparer. La conversation autour de la table était facile, chaleureuse et parfois drôle, car Martin, avait-elle découvert, avait un humour sec qui émergeait plus facilement à mesure qu'il devenait plus à l'aise. Et Joseph Hawkins avait toujours été un homme qui riait si facilement quand il en avait la raison. Et ce soir-là, il avait des raisons. Janvier apporta une vague de froid qui gela le ruisseau et garda la plupart des gens près de leur feu. Les visites de Martin devinrent plus rares par nécessité pratique, les routes entre le ranch et la ferme se transformant en boue gelée, puis de nouveau en boue, puis en eau stagnante à mesure que les températures fluctuaient. Mais il envoyait des notes avec ses hommes quand ils venaient en ville, brèves et directes, et se terminant toujours par une version de l'information qu'il pensait à elle. Elle répondait avec plus de mots qu'il n'en utilisait, car elle était ce genre de personne, et elle soupçonnait que cela ne le dérangeait pas. Dans une de ses notes en février, il écrivit « J'ai pensé au printemps, à ce que j'aimerais que le printemps soit. J'aimerais demander quelque chose à votre père quand les routes seront praticables. Je pense que vous savez peut-être ce que je veux demander. » Elle le lut 3 fois, puis le plia et le mit dans la petite boîte où elle gardait les choses qu'elle voulait conserver, et elle sourit pour le reste de la journée. Son père lut sur son visage au souper ce soir-là. « De bonnes nouvelles de la ville ?» demanda-t-il doucement. « Une note de Martin Hayes, dit-elle. « dit Joseph, et il se consacra à ses haricots avec un air d'énorme satisfaction. Mars arriva, humide et sauvage, et les routes furent en effet impraticables pendant la plupart des 2 premières semaines. Clara se jeta dans les travaux de la ferme nécessaires au début du printemps, réparant le poulailler, retournant le potager et faisant des plans pour ce qu'il fallait planter et où. Elle était douée pour cela, pour le travail pratique et progressif de la gestion d'une ferme, et elle y trouvait une satisfaction profonde et réelle. La satisfaction de la compétence, de construire quelque chose qui tiendrait. Le 20 mars, Martin Hayes vint à la ferme. Il vint habillé avec soin, pas en tenue de cérémonie, mais avec ses meilleurs vêtements, chapeau à la main avant même d'atteindre la porte. Et Clara, qui l'avait vu arriver de la fenêtre, le rejoignit sur le porche. « Votre père va bien ?» demanda-t-il. « Il est à l'intérieur, dit-elle. « Il va très bien. » Il hocha la tête. « J'aimerais lui parler, dit-il. »« Je sais, répondit-elle. Il la regarda un moment. « Et j'aimerais vous parler aussi, dit-il après. »« Je le sais aussi, dit-elle. » Elle le laissa entrer et alla à la cuisine pendant qu'il s'asseyait avec son père. Elle essaya très fort d'entendre ce qui se disait, mais les murs de la ferme des Hawkins étaient solides, et elle ne put distinguer les mots, seulement leur registre. La voix basse et égale de Martin et les réponses plus lentes et plus chaleureuses de son père. Puis un plus long silence, puis les 2 voix à nouveau, et puis son père rit, ce qui était soit un très bon signe, soit un signe déroutant. Martin vint à l'embrasure de la cuisine. « Mademoiselle Hawkins, dit-il. « Clara. »
C'était la première fois qu'il utilisait son prénom sans l'adresse formelle avant. Elle se détourna du comptoir et le regarda. Il traversa la cuisine et se tint devant elle à une distance convenable, tenant son chapeau, et il dit « J'ai demandé à votre père la permission de vous demander en mariage, et il me l'a donné, ainsi que ce qui, j'en suis presque sûr, était un conseil que je n'avais pas demandé. Et je veux que vous sachiez que vous êtes la personne la plus exceptionnelle que j'ai rencontrée en 30 ans sur cette terre. Et je suis amoureux de vous, Clara. Ce que je reconnais que j'aurais peut-être dû dire avant d'en arriver à la question, mais je le dis maintenant, et je vous demande, voulez-vous m'épouser? » Clara Hawkins regarda Martin Hayes dans la cuisine de la ferme de son père, par un matin humide de mars 1879. Elle pensa à tout ce qui les avait amenés dans cette pièce. La dette, le papier déchiré, l'équipe de la clôture, la récolte, le bal, les longues soirées d'hiver, les notes, le dîner de Noël et tout le reste. Tous les moments ordinaires et extraordinaires qui s'étaient additionnés pour arriver à celui-ci. « Oui, dit-elle. Martin, oui. » Il tendit la main et prit la sienne avec soin et délibération et la tint. Aucun d'eux ne bougea pendant un moment. La cuisine était chaude et dehors, la pluie de mars tombait régulièrement sur le toit de la ferme, qui était la sienne et celle de son père, et qui avait traversé beaucoup de choses et qui était toujours debout. « Vous auriez dû dire que vous étiez amoureux de moi d'abord, lui dit-elle. « Je sais, dit-il, j'étais nerveux. »« Vous étiez nerveux, dit-elle avec un certain plaisir. »« J'ai le droit d'être nerveux, dit-il avec une grande dignité. » Et elle rit, et il lui tint la main, et son père, de l'autre et en même temps, de l'autre pièce, dit à voix haute qu'il pensait avoir entendu quelque chose qui méritait d'être célébré. Ils se marièrent en juin 1879 dans l'église de Dusty Creek, qui avait une cloche fêlée qui sonnait quand même avec un son imparfait, clair et étrangement approprié. Dorothy Calloway avait organisé la réception avec un enthousiasme que personne n'avait songé à freiner, ce qui signifiait que la moitié de la ville était là. Et la table dans la salle de l'église était chargée de nourriture apportée par ce qui semblait être chaque foyer de Dusty Creek. Clara portait une robe que la fille de Dorothy, une excellente couturière, avait confectionnée en linon de coton ivoire avec de petites fleurs blanches brodées au col, et elle portait les peignes en écaille de tortue de sa mère dans ses cheveux sombres. Et elle portait un petit bouquet des fleurs bleues sauvages qui poussaient le long du ruisseau en juin. Elle remonta l'allée de l'église au bras de son père, et Joseph Hawkins, qui avait été proche de la mort 12 mois auparavant, était stable, droit et souriant, avec une ouverture qu'elle n'avait pas vue sur son visage depuis des années. Martin se tenait à l'avant de l'église et la regardait s'approcher de lui. Elle pouvait voir, même à la distance de l'allée, qu'il la regardait de la manière qu'elle avait commencé à remarquer à la lumière des lanternes du bal de la moisson. Comme si elle était la chose la plus significative dans son champ de vision, comme si le reste de la pièce avait simplement cessé d'être pertinent. Le révérend prononça les paroles, et il dit en des leurs. Et quand on dit à Martin qu'il pouvait embrasser sa mariée, il le fit avec une retenue que le cadre exigeait et une chaleur que tout son corps enregistra. Et l'église éclata dans le genre de bruit qu'une petite ville frontalière fait quand elle est sincèrement heureuse de quelque chose. Pete Calhoun, qui avait parcouru 3 pistes de bétail et avait le tempérament d'un homme qui avait survécu à beaucoup de heureuses, fut vu en train de s'essuyer les yeux au 2e rang, ce qu'il attribuerait plus tard à la poussière. Ils déménagèrent les affaires de Clara dans la maison du ranch la première semaine après le mariage. Un processus de 2 jours impliquant le chariot et les hommes de Martin, et un système d'organisation que Clara établit avec une efficacité énergique qui fit remarquer en privé au contremaître de Martin que le ranch allait fonctionner considérablement mieux maintenant. Joseph resta à la ferme, ce qui était ce qu'il voulait, ce qu'ils avaient tous convenu. Bien que Martin ait clairement indiqué dès le départ que le vieil homme était le bienvenu au ranch à tout moment et devait le considérer comme sa 2e maison. Une déclaration que Joseph reçut avec la gratitude silencieuse d'un homme qui s'était inquiété de cette question précise. La maison du ranch était solide et simple, construite par les propres mains de Martin et son équipe en 1873. Elle avait la qualité des choses construites par des gens qui avaient l'intention de rester. Il y avait une grande cuisine, un salon, 3 chambres et un porche couvert qui courait le long de la façade et donnait sur les champs en direction du ruisseau. Clara la parcourut ce premier soir comme sa propre maison, et elle pensa aux pièces et à ce dont elles avaient besoin. «
Non pas en termes de plainte, mais en termes de possibilités. Elle fit de la maison la sienne sans effacer ce qu'elle avait été. Elle y apporta de la couleur, une nappe et des rideaux en tissu qu'elle acheta chez Tucker, le couvre-lit de sa mère pour le lit, ses livres sur l'étagère à côté de la plus petite collection de Martin. Elle planta un potager contre le mur sud de la maison et mit une rangée de rudbeckie le long du porche avant, parce qu'elle aimait leur apparence à la fin de l'été, quand tout le reste séchait et qu'elle brûlait encore d'un jaune vif dans la chaleur. Martin la regardait transformer sa maison en un foyer avec une expression qu'elle surprenait parfois quand il ne savait pas qu'elle regardait. Quelque chose de privé et d'émerveillé, l'expression d'un homme qui avait obtenu quelque chose qu'il n'avait pas entièrement cru pouvoir posséder un jour et qui en était encore légèrement étonné. Le bureau de prêt restait en ville et Martin s'y rendait 3 jours par semaine pour le gérer. Clara l'accompagnait parfois à cheval pour faire ses courses et ses visites. Et parfois, elle restait au ranch et travaillait. Et ils avaient tous deux compris, sans avoir besoin d'en discuter longuement, qu'elle n'était pas une femme qui se confinerait à une seule pièce, qu'elle avait des opinions sur la gestion du ranch, la planification de la ferme et les comptes, et qu'elle avait raison assez souvent pour qu'il soit insensé de ne pas l'écouter. Martin n'était pas un homme qui avait du mal à écouter sa femme. Il s'avéra qu'il n'avait jamais eu de problème avec cette chose particulière. Il avait simplement attendu une femme qui valait la peine d'être écoutée. Ils étaient en désaccord parce qu'ils étaient deux personnes à fort caractère vivant, en étroite collaboration, et leur désaccord était réel, mais ils ne s'envenimaient pas. Clara avait grandi en regardant son père et sa mère se disputer puis résoudre les choses, et elle en avait tiré des leçons. Elle avait appris que la capacité de se battre, puis de se retrouver, était plus importante que l'absence de combat. Martin n'avait pas eu cet exemple, mais il avait l'instinct. Le même instinct qui l'avait poussé à déchirer un papier plutôt que de maintenir quelqu'un dans une obligation qu'il ne pouvait pas respecter. Et cela lui servit bien dans leur dispute. Août 1879 arriva, flamboyant, la même chaleur impitoyable de juillet prolongée de 2 semaines. Clara cuisait le pain tôt le matin avant que la cuisine ne devienne insupportable. Et elle prit l'habitude de s'asseoir sur le porche le soir avec Martin après le souper, tous deux regardant l'obscurité s'installer sur les champs. C'est lors d'une de ces soirées qu'elle lui dit. Ils étaient assis côte à côte, sa tête reposant sur son épaule de la manière confortable qu'elle avait trouvée parfaite. Et elle dit, « Martin, il y a quelque chose que je veux te dire. » Il tourna la tête et la regarda. « D'accord, dit-il de sa voix stable. Nous allons avoir un bébé, dit-elle. Le silence dura environ 2 secondes, qu'elle lui dit plus tard avoir compté. Puis il passa son bras autour d'elle, la serra plus fort, pressa sa bouche sur le sommet de sa tête et ne dit rien pendant un long moment. Et quand il parla, sa voix était plus rauque que d'habitude, et elle reconnut le son d'un homme en proie à quelque chose de plus grand qu'il ne pouvait gérer avec des mots. « Tu vas bien, dit-il. Tu te sens bien? »« Je vais parfaitement bien, dit-elle. Fatiguée le matin, mais bien. »« Nous devrions faire venir le docteur Pratt, dit-il. »« Nous le ferons, répondit-elle. Il la serra dans l'obscurité chaude, et elle pouvait sentir sa respiration se calmer, s'habituant au fait. « Un bébé, dit-il. »« Oui, répondit-elle. »« Bien, dit-il doucement. Puis, avec une chaleur qu'elle sentit dans toute sa poitrine. « Clara, c'est très bien. » Elle sourit contre son épaule. « Je pensais que tu le penserais, dit-elle. » Joseph Hawkins vint dîner le dimanche suivant, et ils le lui annoncèrent en ensemble, assis à la table de la cuisine après le repas. Le vieil homme regarda sa fille et son gendre, puis il mit son visage dans ses mains un moment. Quand il le releva, ses yeux étaient humides, mais il souriait avec une plénitude que Clara dut détourner le regard, car c'était trop et trop beau. « Ta mère aurait été folle de joie, dit-il à Clara. « Je sais, dit-elle, et elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je sais qu'elle t'aurait beaucoup aimé, dit Joseph à Martin, qui reçut cela avec une gravité prudente qui indiqua à Clara que cela signifiait quelque chose pour lui. « Je l'espère, dit Martin. J'aurais aimé la connaître. » La grossesse se déroula sans incident pendant l'automne. Clara resta en bonne santé, capable et totalement opposée à être traitée comme fragile. Ce qui fut une négociation continue avec Martin et son père, qui avaient tous deux des tendances à la surprotection corrective qu'elle gérait
avec une combinaison de patience et de redirection ferme. Elle continua à se rendre en ville à cheval jusqu'à ce que le docteur Pratt lui suggère de se limiter au chariot à 6 mois. Elle continua à gérer les comptes du ranch, à planifier le potager pour le printemps suivant et à correspondre avec une société d'éducation pour femmes à San Antonio qu'elle avait récemment rejointe par courrier. C'était quelque chose qu'elle ne mentionna pas avant que ce soit bien établi, puis elle le mentionna de manière pragmatique et observa l'expression de Martin passer par la surprise, puis l'appréciation et enfin un intérêt sincère. Que fait cette société? Demanda-t-il. Elle plaide pour la création d'écoles appropriées dans les communautés frontalières, dit-elle, et pour l'éducation des femmes et des filles en particulier. Il y a un mouvement dans les villes pour le suffrage des femmes, et cette société y est liée, bien que son objectif principal soit l'éducation. J'écris des lettres aux journaux et aux législateurs. Il la regarda par-dessus la table. Est-ce que certaines de tes lettres ont été publiées? 3 d'entre elles, dit-elle. Dans quels journaux? Lui dit-elle. Il les lut quand elle produisit les coupures, toutes les 3, sans parler. Quand il eut fini, il les posa avec un soin délibéré. Elles sont bonnes, dit-il. Elles sont vraiment bonnes, Clara. Merci, dit-elle. Tu devrais continuer à les écrire, dit-il. J'ai l'intention de le faire, répondit-elle. Il hocha la tête comme si quelque chose était réglé. Je verrai s'il y a quelque chose que je peux faire du côté des propriétaires terriens. Les hommes dans ma position sont parfois écoutés d'une manière que les femmes ne le sont pas encore, et je ne suis pas assez naïf pour penser que c'est juste, mais cela peut être utile. C'était, pensa-t-elle, l'une des nombreuses raisons pour lesquelles elle l'aimait. Leur fils naquit le 22 mars 1880 dans la maison de ranch, mise au monde par le Dr. Pratt et assistée par Dorothy Calloway, qui s'était autodésignée pour cette tâche avec une détermination caractéristique et qui avait en fait été très utile. Martin fit les 100 pas sur le porche pendant 4 heures avec Pete Calhoun, qui s'était également autodésigné pour soutenir son employeur dans cette crise. Et quand le Dr. Pratt ouvrit la porte et dit « Un garçon, Monsieur Hayes, attention, sur le chaise. » La mère et l'enfant vont bien. Martin s'assit sur les marches du porche et mit sa tête dans ses mains un moment, d'une manière que Pete Calhoun attribuerait également plus tard à la poussière. Clara était fatiguée et triomphante, tenant une petite personne au visage rouge qui était arrivée au monde avec un air de considérable indignation face à toute cette affaire. Martin entra, s'assit à côté d'elle sur le lit et regarda son fils, puis sa femme. L'expression sur son visage était une qu'elle garderait quelque part d'essentiel en elle pour le reste de sa vie. « Il est extraordinaire, dit Martin. « Il ressemble à une betterave, dit-elle. « C'est une betterave extraordinaire, dit Martin, et elle rit, ce qui sursauta le bébé, qui était sur le point de s'endormir, et qui exprima son mécontentement de manière à nécessiter plusieurs minutes d'attention collective. Ils l'appelèrent James Joseph Hayes, James sans raison particulière, sauf que cela sonnait solide, et Joseph pour le grand-père qui était venu le voir le lendemain de la naissance. Se déplaçant plus lentement qu'autrefois, mais avec des yeux brillants d'un bonheur simple et entier. Joseph Hawkins tint son petit-fils pendant 20 minutes et dit très peu de choses. Et quand il rendit le bébé à Clara, il lui tapota la main, regarda Martin et dit « Vous avez bien fait, tous les deux. » Martin serra la main de son beau-père, et Joseph le tira vers lui et lui donna une tape dans le dos, de la manière dont les hommes plus âgés le font quand ils veulent dire quelque chose de plus qu'une poignée de main ne peut transmettre. Et Martin le supporta avec une immobilité qui indiqua à Clara que cela comptait considérablement pour lui. Les années qui suivirent eurent la texture de quelque chose de construit pour durer. Le ranch s'agrandit régulièrement sous la gestion de Martin et l'attention particulière de Clara aux finances. Le bureau de prêt continua de servir la ville, bien que Martin soit de plus en plus sélectif quant aux conditions qu'il offrait et aux circonstances dans lesquelles il saisirait, ce qui lui valut une réputation de négociant juste plutôt que dur. Ce qu'il avait toujours été, mais qui devint plus largement connu. Les lettres de Clara continuèrent d'être publiées et son implication dans la société éducative s'approfondit. Et en 1882, elle fit partie d'une campagne réussie qui aboutit à la création d'une véritable école à Dusty Creek avec un enseignant qualifié, ce qu'elle considérait comme l'une des réalisations importantes de sa vie. Joseph Hawkins vécut jusqu'au printemps de 1884, 5 ans après le matin de juillet,
où Clara s'était rendue au bureau de prêt avec un avis de dette entre les mains, pensant que son père ne survivrait peut-être pas à une autre saison. Il mourut paisiblement dans sa propre maison, sur sa propre ferme, que Martin s'était assuré de lui conserver pendant toutes ces années. Et il mourut en sachant que sa fille était aimée et que son petit-fils devenait un garçon de 4 ans robuste et aux yeux vifs, qui avait la détermination de sa mère et l'attention tranquille de son père, et qui montrait tous les signes d'être une personne à part entière. La ferme fut absorbée par le ranch après le décès de Joseph. Les deux propriétés se combinèrent en un tout qui avait un sens pratique et que Clara supervisa avec le soin particulier d'une femme gérant quelque chose qui était aussi un souvenir. Elle planta un rosier au coin de la ferme de son père et garda les chaises du porche. Elle et Martin s'y asseyaient parfois les soirs d'été dans les années qui suivirent. Et elle racontait à Martin des histoires sur son enfance dans cette ferme, et il écoutait comme il écoutait toujours, avec toute son attention et sans hâte. James Hayes grandit au ranch et avait 4 ans quand sa sœur arriva, Elizabeth Ann, née dans le chaud septembre de 1884, avec plus de cheveux que son frère n'en avait eu et une paire de poumons qui annonça son arrivée avec emphase. Clara, expérimentée maintenant, était plus calme pendant le travail. Et Martin, expérimenté maintenant, ne fit les 100 pas sur le porche que pendant 2 heures et passa le reste du temps dans la cuisine à chauffer de l'eau et à trouver des tâches pour se sentir utile, ce que le docteur Pratt, qui avait déjà vu cela, trouva profondément attachant. Elizabeth fut un bébé facile et une bambine compliquée. Et à l'âge de 3 ans, elle menait son père par le bout du nez et il le savait, et cela ne le dérangeait pas entièrement. Martin Hayes, qui était arrivé dans ce monde sérieux et réservé, et qui avait passé 30 ans à devenir un homme à la vie intérieure considérable qu'il exprimait principalement par l'action, s'était avéré être, peut-être contre ses propres attentes, un homme qui aimait la paternité. Il apprit à James à monter à cheval à 5 ans et à s'occuper des chevaux avec le respect et l'attention qu'ils exigeaient. Il s'asseyait avec Elizabeth le soir et lui lisait des livres que Clara gardait en stock. Non seulement les contes pour enfants, mais aussi les vrais, l'histoire et la philosophie naturelle, car Clara avait insisté dès le début pour que sa fille soit aussi bien éduquée que son fils, et Martin avait accepté si immédiatement que cela n'avait à peine été une discussion. À l'automne de 1885, Martin rentra du bureau de prêt un mardi après-midi, plus tôt que prévu. Clara, qui était dans la cuisine, entendit son cheval arriver dans la cour avec un rythme différent de l'habituel et vint à la porte. Il descendit de cheval, l'attacha et resta un moment dans la cour, la main sur l'encolure de l'animal, le dos tourné vers elle. Elle sut à la posture de ses épaules que quelque chose s'était passé. Elle sortit sur le porche. « Martin, dit-elle. » Il se tourna. Son visage était composé. C'est ainsi qu'elle sut que c'était sérieux, car cette composition spécifique était celle qu'il portait quand quelque chose l'avait durement frappé et qu'il tenait bon. « Viens t'asseoir avec moi, dit-il. » Ils s'assirent sur le porche et il lui raconta que l'homme qui avait été son ami le plus proche avant Dusty Creek, un homme nommé Robert Ames qui avait conduit du bétail avec lui et qui s'était installé dans le territoire du Nouveau-Mexique, était mort subitement d'une maladie cardiaque. Il avait reçu la lettre ce matin-là et l'avait portée toute la journée. Elle n'essaya pas de réparer les choses. Elle avait appris en 6 ans de mariage que Martin, dans son chagrin ou sa difficulté, n'avait pas besoin de solution. Il avait besoin de présence. Elle s'assit à côté de lui, et après un moment, elle prit sa main et la tint. Ils restèrent assis sur le porche dans l'après-midi d'automne pendant que les enfants jouaient dans la cour et que la lumière se déplaçait sur les champs, et elle laissa le temps passer sans le remplir. Après un long moment, il dit « C'était un homme bien. »« Parle-moi de lui, dit-elle. » Il le fit. Il parla de Robert Ames pendant 1 heure, de la piste à bétail et des choses qui s'y étaient passées, des choses drôles et difficiles, du rire de l'homme, de son entêtement et de sa manière particulière de jurer contre le bétail récalcitrant. Et Clara écouta, posant occasionnellement une question pour maintenir le fil. Et à la fin, Martin était plus calme mais plus léger. « Merci, dit-il. Il semble que c'était quelqu'un qui valait la peine d'être connu, dit-elle. « Il l'était, dit Martin. Il la regarda un moment avec ce regard direct et non calculé qu'elle avait vu pour la première fois à travers un comptoir de bureau de prêt à l'été de 1878 et qui, même après 7 ans, faisait encore quelque chose de spécifique à son sang-froid. « Je suis très heureux de t'avoir, dit-il.
Martin Hayes, dit-elle après un moment, je suis très heureuse que tu aies déchiré ce papier. Il la regarda, les yeux doux et la bouche s'approchant de ce sourire qu'elle avait catalogué et aimé. Moi aussi, dit-il, chaque jour. Les années continuèrent de s'accumuler, les unes après les autres, avec la constance particulière d'une vie construite par deux personnes qui prennent le travail au sérieux. Le ranch s'agrandit encore en 1887 et avec lui vinrent trois nouveaux ouvriers. L'un d'eux était un jeune homme de 20 ans nommé Samuel, venu de San Antonio avec de bonnes références et sans famille, et qui s'avéra avoir un don avec les chevaux que Pete Calhoun, qui vieillissait et devenait plus sélectif dans ses louanges, admirait ouvertement. Martin vit en Samuel quelque chose de ce qu'il avait été autrefois, capable, autonome et cherchant un endroit où s'enraciner. Et il donna au jeune homme la même opportunité de faire ses preuves que Martin avait toujours cru qu'un homme de bon caractère méritait. La campagne scolaire de Clara porta d'autres fruits en 1888, lorsque le comté approuva le financement d'un deuxième enseignant. Cela signifiait que les classes supérieures pouvaient maintenant être correctement enseignées et que des enfants comme James, qui avait alors 8 ans et dévorait des livres à un rythme qui nécessitait un réapprovisionnement régulier depuis la ville la plus proche, avaient accès à une éducation qui n'était pas disponible pour les générations précédentes d'enfants de Dusty Creek. Elle fut nommée au conseil scolaire, la première femme à occuper un tel poste dans l'histoire du comté, ce qui fut noté dans le San Antonio Express par un bref article qu'elle reçut par la poste et lut à la table de la cuisine, puis mis de côté avec la satisfaction prudente d'une femme qui avait su que c'était possible et avait fait le travail pour que cela se produise. Martin lut l'article ce soir-là, leva les yeux vers elle par-dessus le journal et dit « Il y a un nom ici que j'aime beaucoup. »« Ah oui? » dit-elle. « Clara Hayes, dit-il, première femme élue au conseil scolaire du comté de Dusty Creek. Il est dit qu'elle est une éminente défenseur de l'éducation frontalière et qu'elle a correspondu avec des législateurs à Austin au nom de l'enseignement rural. »« C'est un petit article, dit-elle. »« C'est un article remarquable, dit-il. » Et il posa le journal et la regarda avec une chaleur entièrement simple et sincère. « Je suis fier de toi. » Elle absorba cela tranquillement. Après 31 ans passés en tant que femme dans un monde qui ne laissait pas toujours de place à ce dont elle était capable, la simplicité d'entendre cet homme en particulier lui dire qu'il était fier d'elle atterrit avec un poids qu'elle ressentit pleinement. « Merci, dit-elle. J'ai toujours été fier de toi, dit-il, depuis environ novembre 1878, en fait. C'est très précis, dit-elle. Je suis un homme précis, dit-il, et elle lui lança le torchon, qu'il attrapa. Pendant les longues soirées d'été de 1889, alors que James avait 9 ans et Elizabeth 5, que le ranch fonctionnait bien, que le bureau de prêtres prospérait et que le conseil scolaire se réunissait une fois par mois, Clara et Martin prirent l'habitude de sortir à cheval ensemble en fin d'après-midi avant le souper. Juste eux deux, à travers les terres du ranch vers le ruisseau où les peupliers étaient maintenant vieux, l'ombre profonde et l'eau fraîche sur le calcaire même en juillet. Ils chevauchaient côte à côte sans urgence, laissant les chevaux choisir leur allure. Ils parlaient ou ne parlaient pas, et dans les deux cas, c'était bien. C'était ce que 11 ans avaient construit entre eux. Une aisance qui n'était pas de l'indifférence, mais son contraire. L'aisance de deux personnes qui se connaissent assez profondément pour que le silence ne soit plus l'absence de quelque chose, mais une présence confortable en soi. Un après-midi d'août, avec le ruisseau scintillant sous la lumière tardive, les chevaux à l'ombre et toute la terre environnante verte d'une pluie d'août inhabituelle, Clara dit « Penses-tu parfois au jour où je suis venu à ton bureau? » Il la regarda dessous le bord de son chapeau. « Souvent, dit-il. À quoi penses-tu quand tu y penses? » demanda-t-elle. Il réfléchit. « Je pense à l'air que tu avais quand tu as franchi cette porte, dit-il. Tu avais le menton relevé, tes mains tremblaient, tu étais déterminé à faire la chose la plus difficile possible, et tu allais le faire quand même. J'ai pensé que tu étais la personne la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Elle resta silencieuse un moment. « J'étais terrifiée, dit-elle. »« Je sais, dit-il, c'est ce que je veux dire. » Elle regarda le ruisseau. « Pourquoi as-tu déchiré le papier? » demanda-t-elle. « Tu ne me l'as jamais vraiment dit, et ne dis pas que c'était de la bonne chose à faire parce que je sais que ça l'était. Mais je veux savoir à quoi tu pensais. » Il resta silencieux assez longtemps pour qu'elle se tourne vers lui.
Il regardait l'eau avec l'expression pensive qu'elle connaissait bien. Je pensais, dit-il lentement, que tu étais entré dans mon bureau prête à donner tout ce que tu avais pour sauver ton père. Et ce que tu avais, c'était toi-même. Et l'idée de prendre ça, qu'un homme comme moi tienne ce papier au-dessus d'une femme comme toi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. Il fit une pause. Mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose sur lequel je n'étais pas entièrement honnête avec moi-même à l'époque. Qu'est-ce que c'était, dit-elle. Il la regarda. Je ne voulais pas que tu me doives quoi que ce soit, dit-il, parce que je voulais savoir si tu me voudrais pour moi-même sans obligation. Et j'ai pensé que la seule façon de le savoir était de déchirer la chose qui t'aurait fait te sentir redevable pour que quoi qu'il arrive ensuite, ce soit ton choix. Clara le regarda longuement. Le ruisseau coulait derrière eux, les feuilles de peuplier bougeaient dans une petite brise, et les chevaux étaient patients et immobiles. Elle pensa à la jeune femme de 22 ans qui était entrée dans ce bureau les mains tremblantes, et elle pensa à tout ce qui était venu depuis. Chaque jour ordinaire et extraordinaire, le travail, l'inquiétude, le deuil, la joie, les enfants, les lettres, le conseil scolaire, les soirées sur le porche et tout le reste. Toute la profondeur accumulée d'une vie construite avec quelqu'un qui l'avait regardée et avait décidé que ce qu'elle méritait, c'était un choix. Martin, dit-elle, il dit, je te choisirai, dit-elle, à chaque fois. Je rentrerai à nouveau dans ce bureau et tu pourrais déchirer tous les papiers du bâtiment. Je te choisirai quand même. Tu devrais le savoir. Il resta silencieux un moment et elle put voir l'effet de ses paroles sur son visage. Subtil, car il était toujours l'homme composé et privé qu'il avait toujours été, mais elle connaissait son visage et elle savait ce qu'elle voyait. Je sais, dit-il, et sa voix était basse et rauque sur les bords, comme elle le devenait quand il était ému. Je le sais depuis un moment, mais c'est très bon à entendre. Elle tendit la main à travers l'espace entre les chevaux et prit la sienne et il la tint. Ils restèrent là, près du ruisseau, dans la lumière de fin d'après-midi, jusqu'à ce que le soleil commence à tomber. Puis ils rentrèrent ensemble à cheval dans la soirée chaude, vers la maison avec les Rudbecki le long du porche, la lampe allumée à la fenêtre de la cuisine et le son de leurs enfants à l'intérieur. Et tout cela les attendait, plein, réel et à eux. L'hiver de 1889 et le début de 1890 apportèrent à Dusty Creek des changements qui se préparaient depuis des années et qui arrivaient maintenant concrètement. Le chemin de fer atteignit le comté de novembre, la ligne passant à 15 miles au nord de la ville, mais assez près pour changer l'économie de l'élevage de bétail dans la région, ce qu'il fit rapidement et de manière décisive. Martin vendit 200 têtes de bétail à la tête de ligne au printemps de 1890 à des prix qui n'auraient pas été possibles auparavant. Il rentra chez lui avec une satisfaction qu'il exprima en s'asseyant tranquillement sur le porche pendant la majeure partie d'une soirée pour laisser les choses se décanter. La ville grandit. De nouvelles familles arrivèrent, des gens suivant le chemin de fer et la prospérité qu'il suggérait. L'école eut besoin d'un troisième enseignant en 1891 et Clara se battit pour le financement auprès du comté avec la même détermination méthodique qu'elle mettait dans tout ce qui lui tenait à cœur, et elle l'obtint. Elle fut réélue au conseil scolaire cette année-là, sans opposition, puis l'année suivante et l'année d'après. James Hayes avait 12 ans en 1892 et montrait tous les signes de l'homme qu'il deviendrait. Stable, capable et curieux d'une manière qui rappelait à Clara son père et qui l'amusait d'une manière qui rappelait à Martin Clara. Il était bon avec le bétail et meilleur avec les livres, et il avait un talent pour lire les gens qui allaient bien le servir dans la vie qu'il choisirait. Élisabeth avait 8 ans et avait décidé qu'elle voulait devenir médecin. Une déclaration qu'elle fit avec la certitude d'une enfant qui n'avait pas encore rencontré les obstacles particuliers que cette ambition particulière rencontrerait pour une femme. Et Clara, qui avait affronté et continuait d'affronter ses propres obstacles, ne la découragea pas. Elle rencontrera des difficultés, dit Martin un soir après qu'Élisabeth eut annoncé cela au dîner pour la 3e fois et fut allée se coucher. Elle en rencontrera, acquiesça Clara, et elle les surmontera. Comme sa mère, dit Martin. Exactement comme sa mère, dit Clara. Il tendit la main par-dessus la table et couvrit la sienne. Ils étaient assis à la table de la cuisine à la lumière de la lampe, la maison silencieuse autour d'eux, les enfants endormis, le ranch au repos dehors dans l'obscurité de l'automne.
Clara regarda la main de son mari sur la sienne, la main forte et burinée d'un homme qui avait travaillé sa terre et construit sa vie avec une constance qu'elle en était venue à considérer comme la forme d'amour la plus sous-estimée. L'amour qui se présente chaque jour et fait le travail sans exiger de reconnaissance. L'amour qui déchire le papier, répare la clôture, écoute quand vous parlez et est fier de vous sans avoir besoin que vous soyez plus petite que vous n'êtes. Martin, dit-elle. Clara, répondit-il. Es-tu heureux? Demanda-t-elle. Il la regarda un moment avec ses yeux bruns qu'elle avait autrefois crus durs et plats comme du cuir de sel, et dont elle savait maintenant qu'ils contenaient des profondeurs qui, même après 15 ans à le connaître, la surprenaient encore parfois. Je suis profondément heureux, dit-il avec une simplicité et une certitude qu'elle sentit atterrir dans sa poitrine comme quelque chose qui rentre à la maison. Je suis heureux depuis environ novembre 1878, en fait. Tu as déjà utilisé cette date, dit-elle. C'était un mois important, dit-il. Elle le rit et il sourit, et la lampe brûlait d'entre eux, et la maison était chaude. Et dehors, les étoiles du Texas brillaient par milliers sur la terre qui était la leur, et le ruisseau coulait dans l'obscurité vers les collines, et les peupliers se dressaient là où ils avaient toujours été. Et la ferme qui avait appartenu à son père se trouvait au bord de la propriété avec un rosier à son coin, poussant tranquillement comme le font les choses quand on leur donne de l'espace. C'était, pensa Clara Hawkins Hayes en regardant son mari de l'autre côté de la table de cuisine, où ils avaient pris 1000 repas, en regardant l'homme qui avait déchiré un morceau de papier et en le déchirant avait rendu tout le reste possible. Une très belle vie. C'était une vie dure de toutes les manières dont la vie dans ce pays à cette époque était dure, et elle était pleine de toutes les pertes et difficultés ordinaires qu'une personne devait absorber et continuer à traverser. Et c'était aussi, dans les domaines qui comptaient vraiment, extraordinaire. Elle était entrée dans ce bureau les mains tremblantes, le menton relevé, avec la pire offre possible qu'elle pouvait se faire, offerte par amour pour son père et par désespoir pour leur survie. Et l'homme derrière le comptoir l'avait regardée avec quelque chose dans les yeux qu'elle n'avait pas pu nommer, et il avait déchiré le papier en deux. C'était, avait-elle fini par comprendre, le moment où sa vraie vie avait commencé. Le printemps de 1893 apporta de nouveaux veaux, un potager particulièrement bon, et une lettre de la Société éducative de San Antonio informant Clara qu'elle avait été nominée pour une citation de mérite pour ses contributions soutenues à l'éducation frontalière. Elle l'a lu 3 fois, puis la montra à Martin qui l'a lu une fois et dit, avec une franchise tout à fait caractéristique, « Bien sûr qu'ils l'ont fait, tu l'as mérité. » Elle accepta la citation en octobre de cette année-là, se rendant à San Antonio avec Martin pour 3 jours, ce qui était la première fois que l'un ou l'autre quittait les enfants et le ranch pour si longtemps. Et c'était étrange et merveilleux, et la ville était grande, bruyante et entièrement différente de Dusty Creek. Et elle était heureuse de l'avoir vue et heureuse de rentrer à la maison. James les accueillit à la porte quand ils arrivèrent à cheval, 14 ans et ayant clairement géré 3 jours de responsabilité avec la compétence pragmatique de son père. Et Elizabeth courut du porche et se jeta sur Clara avec un enthousiasme qui faillit faire tomber sa mère. « As-tu été sage? » demanda Clara. « La plupart du temps, » dit Elizabeth, ce que Clara accepta comme une réponse honnête. Martin descendit de son cheval et attrapa sa fille, la hissant sur ses épaules comme il le faisait depuis qu'elle était assez petite pour que ce soit entièrement gérable, ce qu'elle était encore à peine maintenant. Et elle poussa des cris de rire du haut de sa taille considérable. Et James, qui était à l'âge où il était trop vieux pour pousser des cris de rire, souriait néanmoins avec une chaleur qui disait à Clara tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur ces 3 jours. Ce soir-là, les enfants au lit, le ranch installé autour d'eux et les étoiles d'octobre brillantes sur les champs, Clara et Martin s'assirent sur le porche dans les 2 chaises qui étaient là depuis qu'elle était venue dans cette maison en tant que jeune mariée. Aude posa sa tête sur son épaule et il passa son bras autour d'elle, et ils regardèrent les champs sombres et l'immense ciel du Texas. « Sais-tu à quoi je pensais à San Antonio? » dit-elle. « À quoi pensais-tu? » dit-il. « Je pensais à un morceau de papier, » dit-elle. Elle le sentit bouger légèrement, reconnaissant la référence. « Vraiment? » dit-il. « Je pensais que si tu ne l'avais pas déchiré, dit-elle, je me serais mariée à une dette, et j'aurais passé ma vie à rembourser une obligation, et je n'aurais jamais su ce que c'était d'être choisie pour moi-même. » Elle fit une pause. « Je ne t'aurais jamais connu. » Il la serra plus fort.
Je l'ai déchiré pour des raisons égoïstes, dit-il. Je te l'ai dit, je voulais que tu choisisses librement. Je sais, dit-elle, c'est ce que je dis. La chose égoïste que tu as faite parce que tu voulais que j'aie un choix. C'était aussi la chose qui m'en a donné un. C'est une coïncidence remarquable, ou c'est simplement ce qui arrive, dit-il doucement, quand quelqu'un fait la bonne chose pour une raison quelconque, égoïste ou autre. Elle y réfléchit. C'est très sage, dit-elle, pour un homme qui m'a dit un jour qu'il était nerveux. J'étais nerveux, dit-il. Je reste occasionnellement nerveux. Tu es une femme redoutable. Bien, dit-elle, extrêmement bien, acquiesça-t-il. La nuit était vaste, les étoiles étaient sorties en multitude, et l'air sentait le ranch, les chevaux et l'herbe, et l'odeur particulière, propre et sombre de la terre du Texas en automne. Et Martin serrait sa femme sur le porche de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Et Clara écoutait son cœur battre sous son oreille, et pensait que ceci, tout le poids accumulé des années, de l'amour, du travail, des enfants, des rires, des difficultés et des jours ordinaires, extraordinaires, était ce vers quoi elle avait marché sans le savoir par un matin de juillet flamboyant, les mains tremblantes, un avis de dette, le menton relevé et sa plus belle robe. La cloche fêlée de l'église de Dusty Creek sonnait le dimanche matin, imparfaite et claire, et elle sonnait sur le ranch, sur la ville et sur les champs qui avaient failli briser une famille et qui étaient devenus, de la manière longue et étrange dont les choses s'arrangent, quand le bien est choisi plutôt que la facilité, le terrain sur lequel quelque chose de durable fut construit. James Hayes grandirait pour reprendre le ranch et le diriger avec la stabilité de son père et l'intelligence vive de sa mère pour les chiffres. Et il finirait par épouser une institutrice de la deuxième génération du système scolaire de Dusty Creek, une jeune femme nommée Ruth, qui était exactement aussi capable que Clara s'attendait à ce que son fils l'exige. Et ils auraient des enfants qui chevaucheraient la même terre et nageraient dans le même ruisseau. Elizabeth Hayes rencontrerait une opposition considérable à ses ambitions et l'affronterait avec le genre de dignité implacable que les gens qui avaient grandi en regardant Clara Hawkins Hayes avaient tendance à développer naturellement. Et elle deviendrait finalement l'une des premières femmes médecins de l'ouest du Texas, formée à Chicago, et rentrer chez elle parce que c'était là qu'elle voulait être. Et elle pratiquerait la médecine à Dusty Creek et dans le comté environnant pendant 40 ans, et elle serait redoutable exactement comme sa mère l'avait un jour prédit. Mais en cette nuit d'octobre 1893, rien de cet avenir ne s'était encore produit, et il suffisait d'être là où ils étaient, Martin Hayes et Clara Hawkins Hayes, sur le porche de leur maison, sur leur terre, dans leur vie, avec les étoiles au-dessus et les enfants endormis à l'intérieur, et toutes les années derrière eux, et un bon nombre encore à venir, et la pleine conscience que chaque jour de cette vie avait commencé le matin où une jeune femme était entrée dans un bureau et avait offert tout ce qu'elle avait, et qu'un homme l'avait regardée et avait choisi à la place de déchirer le papier en deux et de lui rendre sa liberté. Il pressa ses lèvres sur le sommet de sa tête, comme il le faisait quand les mots n'étaient pas tout à fait le bon outil. Elle glissa sa main dans la sienne, là où elle reposait sur son épaule. Le ranch dormait autour d'eux, le ruisseau coulait dans l'obscurité, le vent soufflait dans les vieux peupliers, et la nuit était longue et pleine, et les tenait tous les deux avec l'indifférence parfaite du grand ciel du Texas, qui ne posait aucune question, ne faisait aucune promesse, et continuait simplement comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours, magnifique et durable, au-dessus des vies petites et importantes, des gens qui avaient choisi d'y faire leur foyer.